sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour cette dernière de la semaine en ce vendredi 9 décembre. J'espère que vous allez bien, c'est parti jusqu'à 18h avec une très belle émission, très variée, très riche comme on les aime finalement. Avec vous, auditrices, auditeurs au 01 40 33 9000 pour nous rejoindre et venir débattre avec nous. Nous donner votre point de vue qui nous intéresse plus que jamais ici. Pour m'accompagner aujourd'hui, Tarek Mami, journaliste. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Enver de Santos qui est avec nous. Comment ça va mon Enver? Eh bien, très bien Christophe, bonjour et bonjour à toutes, bonjour à tous. Et le plus allemand de l'équipe, pourtant la rigueur chez les Allemands, c'est quand même... C'est un arabe allemand ou un allemand voilà, arabe? c'est un allemand du bled en fait. Voilà, tant qu'il n'est pas là, on peut le tailler. Voilà. Un allemand du bled, donc qui n'est pas à l'heure. Sofiane Garbaoui qui devrait nous rejoindre évidemment d'ici quelques instants sur France Maghreb 2. Il va appeler au téléphone pour dire j'interviens au téléphone en attendant qu'ils arrivent. Tiens, vous ne croyez pas si bien dire. Je connais le bonhomme, les bonhommes. Oui, on les connaît évidemment. On commence à les connaître. Soyez les bienvenus en direct sur votre radio France Maghreb 2, donc jusque 18h. Voici le programme pour cette émission. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. On a un petit retard de zapping, du coup on va essayer de combler notre retard tout à l'heure avec pas mal d'extraits. Et notamment, tiens, je sais pas si vous avez regardé un cache investigation hier sur les fraudes à la sécurité sociale. Et on a appris que ce sont les infirmiers libéraux qui en profitent le plus. Excellent magazine de Élise Lucet, pardon. Non pas Elisabeth. Donc qui sera à écouter tout à l'heure, bien sûr. On reviendra aussi sur pas mal de trucs qui ont eu lieu cette semaine. Le quiz, bien entendu, là aussi on a un petit retard, un petit quiz qui date un peu, mais on va le proposer à nos débatteurs du jour tout à l'heure. En débat aussi, demain, on en a parlé hier, le Maroc, évidemment, vous le savez, va défendre ses couleurs pour une place en demi-finale face au Portugal. Ouais. Et demain soir à 20h, la France affronte l'Angleterre. Est-ce que vous pensez capable, la France, de battre l'Angleterre? C'est la question qu'on se posera tout à l'heure. Est-ce que vous voulez un scoop? Oui, je veux bien moi. Bah je le connais votre scoop. Ah bah oui, vous l'avez lu. Moi je pense que l'Angleterre sera vainqueur. Le scoop, c'est que le boycott fait flop, puisque demain l'Institut du monde arabe va diffuser les deux matchs à l'intérieur même de l'Institut, dans l'auditorium, ça prend 500 personnes quand même. Le match Maroc-Portugal à 16h et le deuxième match France-Angleterre à 20h. Et bravo à eux. Et bravo à eux. Ouais. On a même fait un tweet sur la radio qui se termine par flop, boycott, flop. Donc voilà. Remercions Jacques Lang. Ah oui, tout à fait. Et rappelons d'ailleurs que lors du dernier match, TF1 avait fait 14 millions de téléspectateurs, soit 2 millions de plus. Madame Hidalgo, vous êtes où avec vos fan zones voilà, qui en train de n'existent sauver pas Paris là, avec 10 milliards de voilà. En tout cas, excusez-moi Christophe, je vous ai coupé là. Alors tout à l'heure aussi, on reviendra sur cette affaire incroyable de Farid El-Ari qui a été accusé de viol à l'âge de 17 ans, qui a passé 5 années de prison. Oui. Et la femme est revenue sur ses aveux 20 ans après. Et Oui, mais il y a 5 ans. Oui, mais il y a 20 ans après les faits. Oui. Et il tente aujourd'hui de faire reconnaître son innocence auprès de la justice. Il serait ainsi le 12e homme à être totalement disculpé depuis 1945. Et oui, la libération de la parole, ça a du bon, mais ça a aussi des effets négatifs. On y reviendra évidemment peut-être tout à l'heure. Et puis on consacrera une page aussi à la Russie avec la nouvelle menace brandie par Vladimir Poutine. La Russie qui a été touchée par des drones, et on sent les Américains qui prennent de plus en plus de distance vis-à-vis de l'Ukraine. On tâchera de faire le point sur ce sujet bien entendu. Puis on fera un petit tour comme d'habitude par le Qatar avec Thierry de Oryx FM. Voilà le programme pour aujourd'hui, il est pas mal. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Alors notre Allemand du bled, il est où là? Sofiane? Ah, écoute, je suis pas loin. Là, je suis à 7 Des minutes. excuses comme 7 dit. minutes. C'est quoi ton excuse aujourd'hui encore? Voilà, c'est la circulation, c'est la faute à Hidalgo. Ben, voilà. C'est sa faute à lui. Tariq, j'ai même pas besoin de le dire. Tu le dis tellement bien à ma place que, tu vois. Ah bah, sauf qu'il y a maintenant, avec Madame Hidalgo, il faut partir 1 heure à l'avance. Une Alors, heure non, de plus que l'heure le normale. problème, c'est qu'on a des agendas qu'on essaie de respecter plus ou moins. Ouais. Mais c'est clair que si on prend les véhicules, il faut rajouter 1 heure, comme tu dis. Eh ben, t'as qu'à venir en métro ou à pied, en trottinette, mon vieux, comme tout le monde. Bah, venez en métro et voilà. partez en voiture. Le métro, c'est pire. Bah, Le non, métro non, est non. encore en train d'être bloqué. Ouais, Non, ouais. non. Bah, non, Faut pas arrête de oublier dire des il bêtises. faut pas oublier qu'il y a les grèves, les gars. Non, Mais non, ça non, va, oh là là. cherchez pas les excuses. Ouais, oui, les grèves. SNCF,
Je devais d'ailleurs aller, Christophe le sait, le dimanche dernier à Marseille. Le samedi après-midi, je reçois pas de train. Ok. Mais le métro, hier, je devais aller... C'est quoi? C'est un train sur 2 sur le RER, ça va? Oui, et de l'autre côté, hier, je devais aller... Ah non, mais il y a la pression sur les transports en commun, les gars. Non. Hier, Hier, je devais aller du côté du ministère de la Justice. Et en voiture, c'était marqué 57 minutes. Et en train, c'était marqué 37 minutes. Au métro, j'ai pris et 37, j'ai gagné 20 minutes, je suis arrivé à l'heure. Voilà. Ouais, mais t'es parti du côté... oui, t'as raison. On va pas faire la rigueur allemande fait que normalement, tu dois être à l'heure. De toute façon, maintenant, il y en a deux. Il y a mon ami cher qui vient toujours avec 10 minutes maintenant de retard. Et notre ami Sofiane, numéro 2, qui lui a trouvé la bonne Il n'est jamais à l'heure. Tiens, Sofiane. Non, tu peux pas dire ça, Christophe. Sofiane Garbaoui, je suis désolé si je devais compter les jours où t'es le plus à l'heure. Il n'y en a pas beaucoup. Je devrais avoir une prime pour être à l'heure. Oui, justement. On m'encouragerait. Ouais. Alors, c'est Sofiane. pas un kebab ou un truc, tu vois, parce que... Bon, on va pas passer l'émission là-dessus. Non, mais honnêtement, j'arrive dans 5 minutes. Très bien, parfait. Ce qui n'empêchera pas de souhaiter un bon anniversaire à celui qu'on voit beaucoup en ce moment à la télé, puisqu'il commente des matchs de foot, un ex-grand sportif, Vicente Lizarazu, qui est né en 1969. Donc, bon anniversaire à lui. Et j'espère qu'il sera récompensé. Comment il s'appelle? Vicente Lizarazu. Mais c'est pas un nom romain, là. Non. Pourquoi monsieur Zemmour ne lui a pas dit à Rome on fait comme les Romains? Il est basque. Non, mais pourquoi il lui a pas dit il faut faire comme les Romains? Comment elle s'appelle la fille là, Absatou? Absatou c'est pas bon et Vicente c'est bon? Écoutez, il y a des noms compatibles. Vicente, voilà, Lizarazu. En plus, oui. Et puis alors en 1992 la presse People s'est déchaînée puisque c'est ce jour-là qu'on annonce la séparation du prince Charles avec Diana, le divorce. Non, ils se sont séparés. Le divorce a été prononcé évidemment quelques mois plus tard, mais en tout cas l'annonce du divorce a été faite le 9 décembre 1992. C'était terrible. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est terrible. Ouais. Si vous vous en foutez, la moitié de la presse française ne se vendra plus. Ni Gala, ni Voici, ni Exactement. Voilà, ni Paris Match, ni X, ni Y. C'est la moitié de la presse mondiale. Que ferait Voici? C'est pas ça, mais on s'en fout. Honnêtement, qu'ils se marient, le divorce, c'est la vie de tout le monde. Hein. Oui, mais toi, on s'en fout. Mais la princesse Diana et le prince Charles, non, monsieur, c'est comme ça, voilà. Surtout la princesse. Oui, la princesse, quand même. Et puis en 1987, c'était le déclenchement. Juste une petite correction, c'est le roi Charles. Oui, roi Charles, pardon. Roi Charles III. Non, c'est pas le roi. Non. Vous nous faites des fakes d'infos, vous. Donc vous revenez en arrière. Et vous donnez les titres d'aujourd'hui. Donc, je sais pas qui. Donc, Monsieur Macron, en 2016, le président Macron. Tout à fait. Oui. En 1992, il était prince. Donc, tu peux dire avec l'ex-prince qui est devenu roi pour expliquer aux gens. T'es pas en train d'écrire une dépêche. Ils sont pas débiles, les gens. Je sais pas. Il est en train d'écrire une dépêche pour la presse allemande ou quoi? Bon, sinon, en 1987, messieurs, est beaucoup plus sérieux cette fois-ci. C'est le déclenchement de la première intifada. En Palestine. Le 8 décembre 1987, tout bascule. Les habitants descendent dans la rue et jettent des pierres sur les soldats israéliens. Un banal accident de voiture a tout déclenché. C'est le début de l'intifada, un mot arabe qui veut dire soulèvement. Abdel Salam a une caméra. Il filme. Et parfois, comme les autres, ils jettent des pierres. C'est la première fois que des gens se sont mis à ramasser des pierres et à les jeter. Moi aussi, je l'ai fait. J'ai posé ma caméra et j'ai jeté des pierres. Au moins 5 ou 6. C'était devenu une évidence. Il fallait qu'on jette des pierres. La raison est très simple. C'est pour leur dire, que faites-vous ici? Votre langue est différente. Vous avez un uniforme difficile à accepter. Vous vous comportez mal avec moi. Vous fermez la porte. Vous fermez la fenêtre. Plus d'occupation.
Le message est très clair. Face au lanceur de pierre, Yitzhak Rabin, le général vainqueur de 1967. Il est ministre de la Défense. Comme les autres, Rabin est pris de court. Il est persuadé que c'est une révolte sans lendemain. Il choisit la fermeté. Il recommande à ses soldats d'être plus agressifs. Il leur demande même expressément de battre les lanceurs de pierre quand ils sont pris sur le fait. 1987, messieurs, donc déclenchement de la première intifada. Évidemment, ça avait été assez violent pour le coup. Et donc, Yitzhak Rabin était à l'époque ministre de la Défense. Voilà, donc Tarek, vous en souvenez évidemment. On n'oublie jamais la douleur, ni la souffrance, qu'elle soit actuelle, qu'elle soit passée. Quand on lit les livres d'histoire et on voit tout ce qui se passe, on ne peut pas oublier cette première intifada. On ne peut pas oublier que, par exemple, la semaine dernière, il y a eu une dizaine de Palestiniens tués, j'ai oublié en nombre de jours. Et surtout, avant-hier, il y a eu 5 nouveaux Palestiniens assassinés le même jour. Donc, quand il y a tout ça, on ne peut pas oublier la première intifada qui est la mère des intifada. Intifada, ça veut dire non pas révolution, mais révolte en quelque sorte. C'est une insurrection locale. Il est 16h14, il est arrivé dans le studio, Sofiane Gerbaoui. Il est 16h14 et le match entre le Brésil et la Croatie a commencé depuis 14 minutes et on est jusque-là 0-0. Tout à fait. Et dans un instant, on va partir justement au Qatar et revenir sur la polémique concernant le Qatar qui serait, selon la polémique, le pays le plus pollueur. Voilà, pollué. Eh bien, Thierry de Rix FM va essayer d'éteindre cette polémique avec de vrais arguments à nous donner dans un instant sur France Maghreb 2. Ça va, mon Sofiane ? Écoute, ça va. Quand je vous vois aussi beau, aussi intelligent, aussi, voilà, j'ai même pas de qualificatif pour exprimer ma joie d'être avec vous. On est beau pour nos mères, surtout. Quelquefois pour nos épouses. Je suis pas ta mère, Tarek. Non, c'est pour ça que je précise. Quelquefois pour nos épouses, quand tout va bien. Pour le reste... En tout cas, moi, je suis toujours content d'être avec vous parce que je passe des moments en tant que chroniqueur déjà agréables. On a une indépendance de temps qui me plaît beaucoup. Et je sais que c'est pas évident d'être une radio avec cette liberté de temps et de permettre aux chroniqueurs de vraiment de dire ce qu'ils pensent et de la façon qu'ils veulent, pas comment ils doivent le dire. La liberté d'expression existe dans toutes les radios, sauf qu'il y a deux choses qui la briment. Ah, tu connais pas CNews, hein? Non, mais j'y viens. Il y a deux choses qui les briment. D'abord, l'autocensure. Oui. Parce que jusque-là, on n'a pas viré en France beaucoup de journalistes. Bon, ça coûte cher. Non, voilà, ça coûte cher. D'ailleurs, je vous dis, quand vous êtes journaliste, si vous restez 15 ans dans la même boîte, le jour où on vous licencie, vous avez 15 mois de salaire d'office. Bon. Oui. Faut le savoir. La deuxième chose, c'est la ligne éditoriale. En fait, dans toutes les... C'est bon à savoir, ça fait 15 ans que je suis là. Oui, tout à fait. Non, alors 15 ans avec le titre de journaliste, je précise. Pas 15 ans dans une radio. Moi, ça va, c'est une autre histoire, on en parlera. Et la deuxième, c'est que vous avez... C'est hyper discriminatoire quand même. Non, c'est la loi de 1946. Vous êtes trop protégé. Oui, trop protégé. Ah non. Après, l'autocensure, c'est une certaine forme de conditionnement. Non, c'est plus compliqué. La deuxième, c'est la ligne éditoriale. Vous arrivez, vous, dans la rédaction le matin, on parle et vous dites, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Intifada. Et le rédacteur en chef, il vous dit, non, aujourd'hui, on va parler du discours de Macron sur l'Ukraine. C'est vrai. Donc, si vous utilisez votre liberté d'expression pour parler de l'Intifada, vous avez violé, entre guillemets... Eh bien, nous, on fait les deux. Voilà. Donc, voilà les deux raisons qui font que la liberté d'expression devrait être la règle et la censure l'exception, sauf que nous vivons l'exception. En tout cas, voilà. Et je te remercie... Ça va, mon Sofiane, sinon ? Oui, et je te remercie aussi de m'avoir donné la possibilité de venir rejoindre le Grand Forum. Je t'en prie. Parce que je sais que c'était une invitation. Ouais. Et on a fait un test qui a été concluant. Ouais, voilà. Combien il a eu ?
Je sais pas. Je pense 20. J'étais là ce jour du test en plus. Plus de 10. Ouais. Oui, bah en tout cas, forcément, voilà. sinon c'est pas là. Et c'est un vrai plaisir d'échanger parce que je connais la qualité de chaque chroniqueur et c'est un vrai plaisir. Donc ça va très bien. Ça va aller. Dans un instant, on file le Qatar avec Thierry de Oryx FM pour parler donc de cette polémique. Oui. Pays le plus pollueur ou pas. Eh bien, on y revient dans un instant. Thierry de Oryx FM qui nous en parlera avant que nous parlions en large de cette guerre en Ukraine avec la menace de Poutine et les drones qui ont touché le territoire russe et les États-Unis qui essaient tant bien que mal de prendre leur distance avec l'Ukraine. D'ailleurs, Zelensky qui a été nommé homme de l'année par The Times, le magazine américain. Avec excusez-moi, quand on voit l'image de Times, on rigole parce qu'ils ont fait une bêtise. Et on voit les 2 pointes du Times, comme si c'était des cornes de diable. Ouais. Ah bon. Juste une information, l'arbitre qui a dirigé la rencontre France-Tunisie a été sanctionné par la FIFA et donc il ne dirigera plus aucun match. Oui, suite à la bévue quand même qu'il a fait. Parce donc j'ai jamais vu ça. Voilà, donc du coup il a été sanctionné, donc il ne dirigera plus aucune rencontre jusqu'à la... Au Qatar. Au Qatar pour l'instant. Est-ce qu'il était programmé? Alors attention, parce qu'ils ne sont pas programmés à l'avance. Hein. Il y a un tirage au sort qui se fait et il faut savoir que les indemnités de rencontre sont quand même très intéressantes. Voilà. Il travaille. Exactement. Il travaille. Voilà, juste une info au passage. Oui, merci pour l'info. Donc, celui qui avait, après le temps réglementaire, est revenu sur le but de l'équipe de France pour le faire annuler suite à des réclamations. Bon, c'est du jamais vu. Après les Tunisiens méritaient de gagner. Non, mais c'est pas le problème. C'est qu'on n'a jamais vu ça quand même qu'après un arbitre siffle la fin du match, ils reviennent et reviennent sur un fait de jeu. J'ai vu un arbitrage des plus déplorables. Autant le foot a avancé techniquement. Alors tu peux pas dire ça. Les arbitres ont été assez bons cette année. Moi, je les ai trouvés bons. Je suis désolé. Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. Tu rigoles, j'espère. Mais qui a été victime? Parce que c'est pas généralisé dans toutes les compétitions de la FIFA. Qui a été C'est-à-dire que même en Ligue des Champions. Mais le but de l'Espagne contre la Corée ou le Japon, je sais plus laquelle, qui était sorti et que il remet. Ça s'appelle des faits de jeu, monsieur. Non. Et quand on joue au foot, il faut accepter les faits de jeu. Quand ça sort, ça s'appelle une sortie. Oui. Ça s'appelle pas un fait de jeu. Un fait de jeu, elle touche l'arbitre, elle rentre. Ça, c'est un fait de jeu. Il y a eu des pénaltys généreux, oui. Bon, oui, voilà. non. Il y a eu des avertissements qui ne devaient pas. Il y a eu des rouges qui ne sont pas sortis. Un arbitre, ça influence beaucoup une rencontre. C'est assez généralisé dans tous les matchs. Si tu regardes bien, que ce soit en Ligue des Champions, dans les coupes internationales, tu regardes que... Alors l'arbitrage anglais, mon Dieu. J'ai l'impression qu'ils ont un FIFA border... moi j'ai une pub là. Donc vous êtes gentils, mais on y va. Dans un instant, on file au Qatar justement, avec Thierry. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Sofiane Garbaoui, avec Enver Dos Santos sur France Maghreb 2. Messieurs, on va partir au Qatar comme chaque jour évidemment pour cette 15e chronique. D'ailleurs, la semaine prochaine sera la dernière semaine évidemment et on a appris plein de trucs au cours de ces 2 semaines de compétition. C'est parti. À l'occasion du mondial, découvrons chaque jour le pays organisateur grâce et avec la collaboration de la radio francophone Oryx FM au Qatar. France Maghreb 2, Oryx FM, une chronique quotidienne à retrouver dans le Grand Forum. Et nous sommes en direct avec Thierry depuis le Qatar. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour Thierry. Alors, notre question quotidienne, quelle est la météo à Doha aujourd'hui ? Alors, c'est une météo nuageuse qu'on a depuis 2-3 jours. Il y a eu quelques averses sur le Qatar, quelques gouttes seulement dans l'agglomération de Doha, mais tout est rentré dans l'ordre. Et la température ? Je crois 25 degrés aujourd'hui. Oh, ça va, j'accepte les nuages à 25 degrés, moi, pas de problème. Alors Thierry, on va revenir sur une polémique concernant le Qatar qui serait, selon cette polémique, le pays le plus pollueur, n'est-ce pas Thierry ? Ça devient ridicule. Exactement. Parmi les bêtises qui circulent et qui ont circulé sur le Qatar, on entend souvent dire que le Qatar est le pays le plus pollueur de la planète. Et c'est un des arguments avancés régulièrement et qu'on a entendu encore lors de la campagne de désinformation contre le Qatar, lors des appels au boycott.
Alors bien évidemment, ces chiffres sont connus ici au Qatar. C'est un calcul qui est très simple. On prend les émissions totales du pays en termes de production industrielle et on divise par la population totale du pays. Donc on obtient les émissions de CO2 par habitant pour le pays. Alors le Qatar arrive en tête de ce calcul avec un peu plus de 35 tonnes de CO2 par habitant, quand la Chine est à 8 tonnes, les États-Unis à près de 15 tonnes, la France, elle, a moins de 5 tonnes de CO2 par habitant, et l'Inde, c'est à peine 2 tonnes de CO2 par habitant. Donc le Qatar arrive vraiment en tête avec 35 tonnes. Et donc quand on voit ce classement, effectivement, on est tenté de pointer du doigt les Qatariens en leur disant qu'ils sont responsables du réchauffement climatique. On demande de faire des efforts et qu'ils ne méritent pas la Coupe du Monde. Mais c'est vraiment malhonnête parce que cet indicateur est complètement biaisé par le poids qui est accordé à la population des pays. Le Qatar, on le sait, c'est un petit pays par la superficie, mais c'est aussi un petit pays en termes d'habitants. Il compte à peine 3 millions d'habitants. Et donc, c'est le premier pays exportateur de gaz naturel liquéfié. Ce gaz est produit au Qatar, ce qui rentre donc dans le calcul de ses émissions carbone. Et selon les estimations, le pays émet 96 millions de tonnes de CO2. Ça, ce sont les estimations de 2021, 96 millions de tonnes de CO2 pour le Qatar. Ça, c'est une goutte d'eau dans les émissions mondiales, surtout lorsqu'on compare avec les grands pays industriels. Le Qatar représente en fait 0,26% des émissions mondiales en 2021. Les émissions mondiales se chiffrent à plus de 37 milliards de tonnes de CO2. Les États-Unis, c'est 5 milliards de tonnes. Donc les États-Unis représentent 13,5% du total mondial. La Chine, c'est 31% du total mondial. La France, c'est 0,82%. Et je vous disais, le Qatar, c'est 0,26% des émissions mondiales de CO2. Donc les Qatariens crient évidemment à l'injustice. Encore une fois, le pays est présenté sous un très mauvais jour. Et un des arguments qu'ils avancent, c'est qu'en tant que pays exportateur de GNL, cette production n'est pas consommée localement en plus. Et par ailleurs, elle contribue à réduire les émissions de CO2 des pays qui font le choix du gaz au lieu du charbon ou du fioul. Pour eux, il devrait y avoir d'autres indicateurs qui prennent en compte justement cette autre réalité. Donc non, le Qatar, ce n'est pas le plus grand pollueur du monde, mais en fait, c'est un partenaire de la transition énergétique. En tout cas, c'est comme ça qu'il souhaite se présenter, parce que le gaz émet beaucoup moins de CO2 et est beaucoup moins polluant que le charbon et le pétrole. Alors, il faut savoir aussi que le pays fait beaucoup d'efforts pour réduire ses émissions de CO2 dans l'optique du changement climatique. Il envisage de réduire de 25% ses émissions carbone d'ici 2030. C'est un engagement officiel et un des objectifs de sa stratégie de lutte contre le changement climatique. L'industrie du gaz a d'ailleurs lancé d'importants projets de capture et de séquestration du carbone. Depuis 7 ans, ils en sont à 2,5 millions de tonnes de CO2 par an capturées par l'industrie du gaz. Et ils visent 9 millions de tonnes par an en 2030, puis passer à 11 millions de tonnes de CO2 capturées et séquestrées par an d'ici 2035. Donc voilà, le Qatar n'est pas le pays le plus pollueur. Puis je voulais revenir aussi sur les bilans de la Coupe du Monde. La compagnie de transport public, elle aussi, a rendu public son bilan de ces 2 premières semaines de tournoi. Les véhicules électriques qui sont utilisés pour la Coupe du Monde, les bus et les taxis hybrides, ont transporté des passagers sur une distance de plus d'1,8 million de kilomètres, ce qui a évité plus de 1600 tonnes d'émissions de CO2. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'on utilise une flotte importante de bus électriques et de taxis hybrides, ce qui, effectivement, réduit également l'impact environnemental de la Coupe du Monde. Donc il y a une prise de conscience, il y a des efforts qui sont faits en ce sens. Merci Thierry pour ces informations. Je me permets de rectifier une des informations concernant le gaz. C'est plus le Qatar qui est le premier pays, c'est les États-Unis maintenant. Visiblement d'après les derniers chiffres. Ça a toujours été les États-Unis. Non, mais pour la production de gaz liquéfié. L'exportation. Non, oui, pour la production de gaz liquéfié, ça a toujours été les États-Unis. C'est les inventeurs des systèmes. Et il y avait donc le Qatar, effectivement, et l'Australie aussi, qui était en 3e position, je crois. Non, mais là, j'ai parlé de l'exportation. En termes d'exportation, je pense que le Qatar est premier. À vérifier. Reste dans le trio de tête, oui. Ça, dans le trio de tête, ça c'est certain. Pour ce qui est de premier,
Voilà, on va vérifier ça, mais il me semble que... Ils y tiennent à cette première place. Ah oui, ils y tiennent. Parce que je pense que du point de vue politique, ça a de l'impact. Bah oui, forcément. Bon, bah Thierry, ça y est, les quarts de finale ont commencé. Là, on a un bon Brésil-Croatie qui a démarré à 16h, un Pays-Bas-Argentine tout à l'heure à 20h. On imagine que demain, les Marocains vont jouer de nouveau à domicile face au Portugal. Et la France face à l'Angleterre. Les deux demi-finales auront lieu mardi et mercredi. Et la finale, ça sera dimanche prochain à 18h, heure de Paris, bien sûr. Non, 16h, pardon, heure de Paris et 18h, heure du Qatar. Absolument. Merci beaucoup, Thierry. Bon week-end au Qatar. Pareil, à très bientôt. C'est déjà le week-end ici. Oui, vendredi, samedi. Ah, c'est vendredi, vous? Le week-end au Qatar, c'est vendredi, samedi. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Ah ouais, d'accord, ok, je savais pas. Bon, beaucoup de pays arabes. Comme beaucoup de pays arabes, effectivement. Bon week-end alors, Thierry. Excellent week-end. Voilà, excellent week-end. Ouais, bon week-end. On arrive pour la finale, donc prépare-toi. Ouais. Très bien. Tu peux nous dire à combien sont les billets pour la finale? Pas cher, mon fils. Ouais, c'est ça, ouais. Pas cher. Combien de voitures je dois Non, c'est qu'il y en a plus. Non, mais c'est qu'il y en a plus. 600 € la moins chère. Non, il y en a plus. C'est à 600 €, tu trouves pas. Oui, bah donc il y en a plus. Et vous savez combien coûte une chambre d'hôtel correct? Combien Correct? Oui. Non, mais il n'y a plus d'hôtel. 2000 €. C'est même pas la Voilà. peine. Ouais, c'est ça, 2000 €. Alors, quand il dit correct, attention. Description? Non, t'es à 50 km du centre-ville. Non, c'est 2000 € la nuit dans un hôtel correct. Et à 50 km. C'est le prix du Ritz. Mais sinon, vous avez la tente 5 étoiles, hein, Thierry. Moi, il y a un auditeur qui nous a appelé il y a 2 jours qui dit effectivement, il y avait plus d'hôtel, effectivement, tout est complet. Mais il y avait les tentes et apparemment pension complète et tout, super bien pour 200 balles par jour, je crois. Sinon, il y a aussi la télé. Non, c'est pas des tentes qui sont à 200 balles. C'est un truc qui n'était pas bien du tout. Les tentes, elles étaient un peu plus chères. Elles étaient, je crois, à 400 ou un truc comme ça. Mais par contre, j'ai eu un copain qui a pris cette formule-là. Il m'a dit. Je m'attendais à un truc genre camping, quoi. Et en fin de compte, non. Hein, c'est une tente 5 étoiles. Luxe, super luxe. Il m'a dit, je regrette pas. Bon, bah merci beaucoup Thierry. Bon week-end en tout cas et à lundi, effectivement, pour cette dernière semaine. Thierry. À très bientôt, merci. Merci Thierry. Ça vient d'où ça, le Vive le Qatar libre? Pourquoi il n'est pas libre le Qatar? Parce que je trouve vraiment c'est le général de Gaulle qui va au Canada et au Québec libre. Et puis juste pour Thierry, s'il est encore là, donc l'Institut du monde arabe, pour vos auditeurs, crée une fan zone demain en diffusant à l'intérieur de l'Institut du monde arabe, donc dans l'auditorium qui prend à peu près 500 places, le match du Maroc à 16h et le match de France à 20h. Et donc le boycott, j'ai écrit, c'est flop, top, boycott. Non, mais c'est une des Coupes du Monde qui a été le plus suivie, où les stades sont vraiment complets. Et moi, ce que je trouve ridicule, c'est qu'on s'acharne. Alors, le Qatar, que je partage ou pas leur orientation politique, mais à s'acharner contre un pays comme ça en devient... C'est-à-dire que même si on n'a pas envie de suivre cette Coupe du Monde, rien que pour emmerder certains, eh ben on va la suivre. Voilà. Bon, allez, dans un instant, on file en Ukraine, en Russie, pour parler de cette guerre en Ukraine et des dernières informations et de la nouvelle sortie de Poutine. Ça va faire au Qatar. Hein. Oui, bah écoute, chacun son truc. Et puis après, évidemment, on reparlera du cas de Farid El Hari, qui a été accusé de viol à l'âge de 17 ans. Il a fait 5 ans de prison et aujourd'hui, la femme est revenue quelques années plus tard sur ses aveux. Elle est prête à en assumer d'ailleurs les conséquences devant la justice. Que 5 ans, je crois qu'il en a fait 10. 5 ans, monsieur Sofiane Garbaoui. S'il te plaît, t'évites de me contredire quand je donne des infos. Excusez-moi. Dans un instant, on est de retour, à tout de suite. Maghreb 2. Le HF avec Sofiane Garbaoui, Tarek Mami, Enver de Santos sur France Maghreb 2. Alors juste avant de vous écouter évidemment sur ce sujet pour faire le point un peu de la guerre en Ukraine qui a un peu disparu de l'espace médiatique. En ce moment, on est en train de parler évidemment des coupures ou pas d'électricité, des différentes polémiques autour du gouvernement. Tiens, entre parenthèses, il y a eu un 8e 49.3 là, déclenché hier par Madame Borne. 8e, bon, jusqu'où ça pourra aller, écoutez. Normalement, c'est le dernier. Sur ce sujet-là, oui, normalement. C'est jusqu'à la fin du traitement de la loi de finances. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Donc il peut y en avoir d'autres. Ils ne pourront plus le faire pour aucune autre loi. Voilà, c'est ça. Mais ils le feront l'année prochaine. Et pour le projet de loi retraite, ils vont le faire. Ben oui, mais ils rentrent dans la loi des finances, le projet de la retraite. Non, mais je veux dire, voilà. Oui, donc on rappelle que le record, c'est Michel Rocard. Non, mais ils n'ont pas voulu faire de loi séparée.
Bon, en tout cas, ça va être pour le cadeau de Noël pour les Français, ça, le projet de loi des retraites. Tout à l'heure. Alors, je voulais juste vous faire écouter un reportage de France TV, qui, grosso modo, quand même, se fait remarquer quand même par certain traitement d'information qui peut être entendable, avec une certaine prise de position, mais en tout cas, voilà. Intéressant de nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé avec ces drones qui ont atteint la Russie, sans faire de dégâts bien sûr, l'Ukraine qui revendique pas, Poutine qui accuse et qui brandit de nouveau l'arme nucléaire. Écoutez. Le président ukrainien multiplie les mises en scène publiées sur ses réseaux sociaux. Ici à Kiev, il remercie ses hommes et leur remet une récompense militaire. Quelques heures plus tôt dans le Donbass, il saluait l'héroïsme de son armée. Des images symboliques qui suivent les 3 attaques de drones en territoire russe hier et avant-hier. L'Ukraine n'en revendique aucune, mais la Russie l'accuse. La trajectoire que prend le régime ukrainien en poursuivant de telles attaques terroristes constitue une menace. Bien sûr, cela est pris en compte et nous prenons les mesures nécessaires. Les États-Unis ont tenu à marquer une distance avec ces attaques. Lors d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie américaine réfute toute implication. Nous n'avons ni encouragé ni aidé les Ukrainiens à frapper à l'intérieur de la Russie. Première réaction de Vladimir Poutine cet après-midi. Il précise entre autres sa doctrine d'utilisation de l'arme nucléaire. Nous considérons les armes de destruction massive, l'arme nucléaire, comme un moyen de défense. Notre stratégie est construite autour de ce qu'on appelle la frappe en représailles, c'est-à-dire que quand nous sommes frappés, nous frappons en réponse. Guerre de communication toujours, la Russie accélère la construction de fortifications dans les régions frontalières. Ici, le gouverneur de Koursk, en pleine inspection. Ils veulent laisser entendre que l'Ukraine et l'OTAN pourraient envahir la Russie. Dans le même temps, le ministère de la Défense russe publie ces images. Des militaires russes s'entraînant en Biélorussie. Les autorités présentent l'exercice comme une opération de nettoyage dans une zone résidentielle. L'Ukraine craint de nouvelles incursions terrestres par le nord. Voilà un petit peu ce résumé par France Télévisions. Tarek, petite chose à rajouter, complémentaire d'information? C'est pas de l'information, c'est de la propagande. Parce qu'une information, on l'a tous appris dans les écoles de presse, c'est on dit de leur côté les Ukrainiens disent, de leur côté les Russes disent, et voilà les images. Mais quand on donne une seule version, ce n'est plus de l'info, c'est de la propagande. Après, par rapport à ce que dit Poutine, il a quand même réaffirmé qu'il n'utiliserait jamais la bombe atomique. Hein. En premier. Donc, bon, ça, je pense qu'il n'est pas fou. D'accord. Il joue aussi avec les nerfs des Européens parce qu'il sait que les Européens sont très sensibles à cette question-là. D'ailleurs, il a dit qu'il allait réduire la production de pétrole, je crois. Ouais, mais ça c'est l'OPEP qui a décidé élargir. Non, c'est l'Occident. L'Europe, les États-Unis et l'Australie ont décidé d'imposer un prix au baril. Un prix plafond. Là, on est à $76 le baril. C'est ridicule parce que, si vous voulez... C'est une grande différence. Non, c'est pas ça. Non, mais tu peux pas imposer... Toi, je veux acheter chez toi ta veste, je te dis, par contre, tu me la vends à 100 €. Toi, elle coûte 200 €, je te dis, non, tu me la vends à 100 €. Non, mais ce que fait la Russie, c'est qu'en fait, elle se détourne du marché européen et elle vend, d'ailleurs, Poutine l'a dit il y a 3 jours, au prix du marché à ceux qui veulent l'acheter, et il y en a qui veulent l'acheter. En plus... y compris des pays européens. En plus, jusque-là, pratiquement la totalité du pétrole russe était transportée dans des tankers européens. Et depuis le début de la guerre, que fait M. Poutine? Il a été acheté près de 150 tankers, vieux certes, mais qui deviennent des tankers de la Russie. Donc ces tankers ne passent pas par la décision politique européenne, et surtout, elles ne sont plus assurées par des sociétés européennes. Donc, ils vont au prix qu'ils veulent, sur le prix du marché. C'est-à-dire que quand le pétrole descend à 20, il vendra à 20, et quand il montera à 100, il vendra à 100. Plus stupide encore, la Pologne a exigé, en fait, il faut comprendre le mécanisme, Christophe, la Pologne a exigé que le pétrole russe doit être vendu toujours minimum 5% de moins cher que le marché. Donc, quand c'est 65, tu enlèves 5%, et ainsi de suite. Comme si eux, ils pouvaient décider de la politique souveraine dans notre pays. Moi, j'ai une question, par contre, à vous, justement, les spécialistes. Est-ce que, justement, là, c'est le fait que
Poutine persiste malgré ces sanctions, est-ce que c'est l'échec donc de la politique de communication de Volodymyr Zelensky? Parce que dans sa communication, tout était fait pour que justement la Russie soit l'ennemi et que... c'est réussi dans ce cas-là. Mais c'est réussi si Poutine persiste. En termes de communication, vous avez deux volets. Vous avez celui qui n'écoute que l'information en Occident. Celui-là, il est convaincu que Poutine et la Russie est par terre. C'est lui, par contre, qui écoute une diversité d'opinions, y compris les Russes, les Chinois et les autres, et il voit que la situation est beaucoup plus compliquée. À titre d'exemple, la Russie a embauché pour le même nombre de mois de février, début de la guerre, à aujourd'hui, 3 fois les recettes en provenance du pétrole que l'année d'avant. Oui. Donc quelqu'un qui perd et qui gagne 3 fois plus, n'importe quel capitaliste, on rêve. Alors, il y a juste un point quand même. Il y a une réunion qui s'est passée dernièrement, qui est passée, ici on n'en a pas trop parlé, c'est la remise en cause du système SWIFT par la Russie, la Chine et l'Inde. Attention, d'accord. Ils ont créé un système où ils ont unifié leurs différents systèmes nationaux. Ils ont fait un SWIFT BRICS. Un SWIFT BRICS. Et il y a d'autres pays qui sont en train d'y venir. Et les BRICS représentent 40% de la population mondiale. Et il y a un pays européen qui veut se rattacher. Ça, c'est la Pologne. La Pologne, qui est contre Poutine. Eh oui, mais bon, écoute, on n'est pas une contradiction. Alors, il y a un autre élément, avant d'accueillir le docteur qui sera avec nous dans un instant. Un autre élément important, est-ce que finalement les États-Unis profitent clairement de la guerre en Ukraine? Si on prend l'exemple du gaz, je viens de vérifier à l'instant, effectivement je confirme mon information, alors qu'il y a un an le gaz liquéfié américain, plus personne n'en voulait, en tout cas on le trouvait trop pas assez écologique, trop pollueur. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, sachez messieurs, qu'ils sont devenus le premier pays fournisseur, alors qu'il n'était que 3e l'année dernière, derrière l'Australie et le Qatar. Donc les États-Unis, sur ce point-là, en tout cas, ont gagné. Oui, mais eux, c'est le gaz schiste. Oui. Le gaz schiste... et ils le vendent à des prix absolument incroyables. Parce qu'en deçà d'un certain prix, il est plus rentable. Donc, la guerre a fait augmenter le prix du gaz tout court. Du coup, le gaz schiste est devenu très rentable. Voilà. Alors, et comme les États-Unis, quand même, contiennent la première réserve mondiale de gaz schiste, je te laisse faire le calcul. Justement, puisque ça, ils le vendent au prix fort. D'abord parce que techniquement, ça coûte cher à produire, faut le savoir. Et ensuite, parce que il faut un prix fort pour qu'ils puissent être rentables. Fixent les prix comme ils le veulent, puisqu'on a besoin de leur gaz. Le prix des GNL a donc doublé en seulement quelques mois. Non, donc, surtout qu'ils ont pris des marchés. Ouais, mais il a doublé. Donc voilà, forcément. Ils ont tiré un intérêt, une épingle du jeu pour le coup. Allez, dans un instant, justement... En tout cas, pour l'Ukraine, en 2 mots, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Russie est isolée de l'Occident, sans être isolée du reste du monde. Oui. 2, la Russie engrange de l'argent beaucoup plus qu'avant. 3, les infrastructures de l'Ukraine sont par terre. Je vous rappelle que quand l'OTAN et les Américains ont bombardé Belgrade, ils ont bombardé exactement les mêmes installations, c'est-à-dire l'électricité, les centres de production et autre chose. Et ils ont dit, on fait ça pour que le peuple serbe se révolte contre son président, car il comprendra que c'est pas bon. Mais quand les Russes le font, c'est pas bon, c'est à dénoncer. Dernier point, aujourd'hui, si vous voulez, vous avez l'ancien monde qui était monopolaire américain est en train de dissoudre pour être au moins bipolaire avec un groupe Chine, Russie, Inde, voire multipolaire. Et c'est ça la guerre de l'Ukraine, malgré tout ce qu'on nous vend dans la presse mainstream. Je rajoute une information par rapport au gaz tout à l'heure. Vous savez que c'était au menu de la visite d'Emmanuel Macron à Joe Biden la semaine dernière, pour tenter de négocier entre guillemets un prix d'amis pour les alliés européens. Bon, c'est pas très bien réussi. Il n'y a pas de réponse. Oui, pour le coup, on l'a un peu... D'ailleurs, j'ai posé cette question, moi, au conseiller du président. Ils n'ont pas voulu répondre à cette question et ils m'ont dit c'est pas vrai, les prix c'est pas plus cher. Mais je leur ai dit je m'excuse, mais le président lui-même dans un discours, il a dit que le prix est le plus cher que pour les entreprises. À tout de suite.